Bienvenue, je vais vous présenter les fonctions avancées du système Fire chez Intersystem. Quoi, pourquoi, comment, nous allons le voir tout de suite. Donc le serveur avancé, on va l'attaquer en 4 points. Le premier point évident, on va commencer par les bases. Sans les bases, on ne va pas savoir pourquoi on est avancé. Après, on va voir ce que c'est l'interopérabilité, en quoi c'est important en Fire et dans d'autres. Et on va terminer par la recherche clinique, en quoi le Fire peut être intéressant dans la recherche clinique. Allons-y et commençons par le Fire, les bases. Quelles sont les bases et les fondamentaux d'un bon serveur Fire? C'est comme les chasseurs, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Mais ça reste des chasseurs. Pourquoi on est un bon chasseur Fire? Parce que nous sommes testés. Nous sommes testés par Touchstone. Si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être normal parce que c'est des spécialistes Fire au niveau international et aux États-Unis. Et ils regardent notre conformance par rapport à la spécification Fire et nous la valident. Donc on ne s'auto-valide pas, on est validé par un élément extérieur. Nous sommes en France et nous n'allons pas nous contenter de Touchstone qui est américain. Nous faisons confiance à Firestone qui, pour l'anecdote, est une entreprise française qui contient la moitié des personnes certifiées Fire en France. Cette entreprise à elle seule contient la moitié des personnes certifiées Fire. Ils ont un logiciel qu'ils ont appelé Pandora, qui est là pour tester la conformance Fire. Nous avons aussi passé ces tests et avec succès. Deuxième point, qu'est-ce qu'un bon serveur Fire? Un bon serveur Fire est un serveur performant. Par exemple, le serveur open source, vous avez les benchmarks ici. Si vous voulez les détails, je peux vous les donner. On fait des benches aussi bien d'insert, de lecture, de recherche, de PUD, de mise à jour, etc. Nous sommes en moyenne 3 à 4 fois plus performants. En plus de ça, je ne vous ai pas noyé sous les graphiques, mais le serveur open source a un défaut, c'est qu'il a une montée en charge exponentielle. C'est-à-dire, plus il a de data, plus il va mettre de temps à répondre, et ça de manière exponentielle. Nous avons une montée en charge linéaire. C'est-à-dire, plus il y a de data, plus on va mettre de temps à réponse, mais on peut le prédire. Et on peut monter en charge et faire la scalabilité horizontale. Merveilleux. Qu'est-ce qu'un bon serveur Fire dans les bases? C'est le profilage. C'est très important. Le profilage. Qu'est-ce que le profilage? Le profilage, c'est le standard Fire est générique et censé répondre à 80% des cas d'usage. Il est noté dans la spécification Fire qui peut être adapté par rapport à chaque domaine. Typiquement, nous avons en France ce que nous appelons le FR Core. Le FR Core, c'est le profil français adapté au système de santé français. Typiquement, c'est pour savoir est-ce que l'INS a été validé ou non. C'est une notion que personne d'autre dans le monde a. Nous l'avons. C'est supporté par le profil Fire. Nous supportons les profils Fire. Petite chose, et ça me tient à cœur, je suis un développeur et nous avons un serveur Fire personnalisable en Python. Vous voulez faire des choses custom, fait maison, personnalisé et le tout en Python. Parce que le Python, c'est beau. Si vous ne me croyez pas, venez me voir, je vous le montrerai, je vous expliquerai pourquoi. Magnifique. Exemple de personnalisation est assez complet. C'est typiquement ce que nous avons fait avec nos collègues du CHU de Toulouse. Ici, Paul Ortega qui fait partie de la MOA du CHU de Toulouse. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons profilé évidemment leur serveur Fire avec le FR Core, mais le CHU de Toulouse a été exigeant et nous a demandé une personnalisation de la gestion de sécurité que nous avons pu implémenter en Python. Je vous envoie vers nos différentes présentations pour voir toutes les subtilités de la sécurité que nous avons développées par-dessus. Nous voici à la fin des bases du serveur Fire. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça tombe bien, elles seront pour la fin. Un schéma. Et dans ce schéma, il n'y a pas de Fire ou très peu, ou voire pas du tout. Ce n'est pas du Fire, mais ça peut en être. Ceci est de l'HL7V2 et de l'HL7V2. L'idée, c'est une architecture totalement classique. C'est que nous avons des flux d'entrée divers que nous voulons concentrer vers un back-end, ici, qui peut être un serveur Fire, ici. Pour ce faire, nous avons choisi de faire la méthode du pivot. Au lieu de faire une transformation pour chaque entrée, on fait une transformation générique et on transforme le custom
vers le générique, ce qui s'appelle le pivot, et on fait le custom. Cette partie ici, on fait tout simplement de l'HL7V2 vers l'HL7V2. Si vous ne savez pas ce que c'est l'HL7V2, vous dites-vous, on fait du même format vers le même format, mais pour être sûr qu'il soit aligné. Ceci peut être consommateur de temps, puisqu'on va devoir adapter à chaque fois, pour chaque client, pour chaque spécificité. Nous, notre interopérabilité avancée propose, par exemple, une première approche statistique. Vous allez mettre en entrée tout ce qu'on peut vous donner, en sortie tout ce que vous attendez, et en résultat, vous avez le différentiel. En bleu, vous avez le différentiel. Vous voyez que vous n'avez pas d'alignement terminologique, la terminologie ne marche pas, etc. Vous allez pouvoir le customiser. Mais le plus important, c'est qu'on vous a fait le mapping automatique. Si là, vous n'êtes pas à la foire de Paris, je ne sais pas où vous êtes. Pour un mapping automatique acheté, vous avez le deuxième offert. Nous ne pouvons pas être au salon sans parler de l'IA. Je ne pouvais pas vous présenter le mapping avant n'a rien à voir avec de l'IA. Ce n'est que de l'approche statistique, c'est que des fonctions codées en dur, c'est que des stats. Sur la partie IA, typiquement, nous avons enfin, et ce que tout le monde essaye de faire, et on est comme tout le monde, on va faire ce qu'on appelle du prompt to text. C'est qu'on va lui poser une question, typiquement transforme-moi ceci en cela, et ça va nous générer le mapping. Ça a l'air de rien, mais il va y avoir quelques petites subtilités que je vais vous expliquer juste après. Ça calcule, ça nous propose une transformation préfaite qu'on peut valider et tuner, bien sûr, juste après. Deuxième cas d'usage par rapport à l'IA et les LLM, c'est l'inverse. Nous avons un existant, ça a été développé il y a X années, on ne sait plus trop ce que ça fait. Explique-nous ce que fait cette transformation. Donc maintenant, on vient du code vers le texte. Ça a l'air d'être trivial, mais en fait, ça apporte beaucoup de bénéfices. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas si trivial que ça, à travers ce schéma. Ce schéma, qu'est-ce qu'il explique? À gauche, nous avons l'utilisateur, appelons plutôt le développeur ou le prompt engineer. Le prompt engineer rentre sa question. Suivi de ce prompt engineer, on le formate notamment en Alpaca. Donc si vous êtes un peu geek dans les LLM, c'est un formatage qui permet de dire on met une question, un contexte, voilà la réponse qu'on veut, il y a un petit peu de RAG pour les connaisseurs. Et ce contexte, ce nouveau prompt est envoyé au LLM. Ce LLM a été fine-tuné. Pourquoi il a été fine-tuné? On a commencé à la base avec ChatGPT, comme tout le monde, parce qu'on est innocent. Et notre mapping qui dit on met A vers B ou on fait une boucle pour chaque occurrence de A, on va mettre dans chaque occurrence de B'. Tout ça, on le formate et on l'enregistre sous un format XML. ChatGPT n'arrêtait pas d'halluciner. Il s'est dit je connais l'XML, mais il ne connaissait pas notre grammaire. C'est pour ça qu'on a utilisé Llama 3 notamment de Meta, qu'on a fine-tuné. On a entraîné Llama à travers un pattern qui s'appelle LoRa, si vous voulez rentrer dans les détails, pour fine-tuner Llama pour qu'il comprenne notre grammaire de XML et puisse nous restituer les DTL. C'est clair? Et en fait, ça, c'est les bases fondamentales parce que pour moi, l'objectif, ce n'est pas faire du prompt vers du DTL, ni du DTL. DTL, c'est notre langage de mapping A vers B. Ce n'est pas faire du prompt vers du DTL ou du DTL vers prompt, c'est d'être dans ce sweet spot qui est entre les deux. C'est pendant qu'on fait du DTL que l'IA soit capable de nous dire et de nous accompagner dans peut-être tu as oublié ce mapping, peut-être ce mapping est mieux, qu'il soit vraiment en assistant à la copilote de Microsoft. Là, c'est un gadget, mais j'adore. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce gadget. C'est que sur notre technologie, nous avons implémenté le protocole MCP, Model Context Protocol. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'Anthropic, Claude. Donc, vous savez, il y avait ChatGPT, Anthropic qui s'appelle Claude. Je vois des gens qui haussent la tête. Je serais ravi de débattre juste après avec eux. L'idée, c'est lorsqu'on avait un LLM, jusqu'à présent, avant le Modex Protocol, si on prend l'exemple de « je veux aller à Rome, donne-moi un voyage pour Rome », il était capable de nous dire « à Rome, tu peux aller voir ceci, cela, etc. » Lorsqu'on est dans le Modex Protocol, Context Protocol, on peut brancher, par exemple, une agence de voyage. Et le LLM est capable de dire quels sont les vols, et on est capable de dire « réserve-moi un vol ».
Et au lieu d'une agence de voyage, nous avons branché notre technologie. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut lui poser la question, comment va Iris? Si vous ne le savez pas, notre technologie s'appelle Iris et on peut lui demander comment va Iris. Il me dit, Iris va bien, Iris va pas bien. Est-ce que tu peux me corriger? Oui, tu peux corriger, redémarre tel composant, etc. Honnêtement, c'est un gadget, mieux vaut cliquer ou faire des scripts, mais c'est le début de l'IA agentique. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des IA qui vont utiliser d'autres IA pour interagir avec Iris. l'HL7V2 vers le Fire, tout un sujet, nous l'avons fait, nous nous sommes cassés les dents, nous savons le faire aujourd'hui puisque nous sommes tombés et nous sommes cassés les dents. Je voulais vous montrer comment on le fait, c'est à travers des templates liquides où nous avons l'entrée, le template liquide et le résultat en sortie avec une jolie interface. Ça vient de Microsoft et j'ai fait le portage de l'interpréteur liquide du C# vers le Python. C'est en open source, vous êtes libre de l'utiliser. Pour terminer sur le Fire et les avancées sur l'interopérabilité, le Fire Façade ou le Fire Repository, j'ai envie de vous dire, mon capitaine, les deux. Vous n'avez pas à choisir. De mon expérience, la solution gagnante, c'est de faire une façade qui derrière, on met la customisation par exemple en Python ou en n'importe quoi, et à la fin, le repository. Façade, customisation, repository, c'est un pattern gagnant sur une architecture Fire. C'est très classique, mais ça vaut le coup de le rappeler. La recherche clinique. Dernière étape. Donc sur la recherche clinique, l'idée, c'est nous sommes Fire. Chez Intersystem, on croit dur comme fer au Fire. Un frein du Fire dans la recherche clinique, c'est que c'est une base documentaire avec des API qui ne nous permettent pas forcément de faire d'agrégation, de croisement de données, etc. C'est compliqué. Pour ça, nous avons répondu à cette problématique avec 3 solutions. La première, c'est Fire to OMOP. Nous avons le connecteur Fire to OMOP. La deuxième, c'est Fire to SQL. Et la troisième, bien sûr, on fait des cohortes à partir des groupes et on utilise le standard Fire qui s'appelle le Bulk Fire. Premier exemple, le SQL to Fire. Le SQL est une base graph qui ne peut pas être projetée directement sur du relationnel, mais nous avons des outils pour vous aider à aplatir ce modèle vers du relationnel. Les données sont projetées, non pas copiées. Si vous avez une base Fire d'1 Tera, ça fonctionne quand même. Parce que nous ne copions pas la donnée. Nous pouvons les indexer pour optimiser la recherche, mais nous ne la copions pas. La dernière, pourquoi on croit au Fire? Parce que le Fire contient le MOP. Si vous êtes OMOP first, vous ne pourrez pas aller vers le Fire. Si vous êtes Fire, vous pourrez aller vers le OMOP. C'est pour ça qu'on pense à faire des EDS chez nous, chez Intersystem, Fire to OMOP. Le OMOP, Odyssey, on est compatible avec toutes les collections Odyssey et tout tralala. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je peux les prendre tout de suite ou après, offline.